Bonjour à tous. Bonjour. Donc Bonjour. c'est bon, il semble qu'on est en direct, on peut commencer. Allons-y. Ok, ouais. Hop. Hop, voilà. On va pouvoir commencer sur les slides. Ok, bonjour à tous, bienvenue, merci de nous rejoindre sur ce webinaire. Donc je suis Damien Martin, je suis Partnership et Alliance Manager chez Idomi. Je m'occupe de gérer les relations avec nos partenaires conseils, type cabinet de conseil ou agence web, et avec nos partenaires technologiques qui viennent apporter des intégrations à notre solution. Et je suis accompagné de Antonio et Megan. Bonjour. Donc moi, je m'appelle Mégane Duval, je suis consultante juridique chez Kaora, qui est une société un cabinet de conseil, et j'ai la chance de pouvoir travailler avec l'équipe de Didomi et de faire donc ce webinaire avec vous, cette présentation aujourd'hui. Et bonjour, je suis Antonio, je suis Head of Product chez Didomi. Du coup, je m'occupe de tout ce qui est évolution de nos produits et je suis très content d'être là. Eh ben, on va commencer. Juste une brève présentation de la structure dans laquelle j'officie et qui donc est un des partenaires de Didomi. Kaora Partners, c'est un cabinet de conseil qui est en fait spécialisé dans le management et qui est dédié surtout à des métiers qui sont axés sur la transformation digitale, sur l'innovation technologique. Et nous, notre plus, c'est d'essayer d'optimiser tous ces process métiers et d'essayer d'accompagner nos clients à travers tous les besoins qu'ils peuvent avoir et dans des secteurs extrêmement différents. Donc, que ce soit des secteurs qui soient liés au public, donc tout ce qui va être collectivité territoriale, etc., mais également des secteurs liés forcément à la mise en place de gros logiciels tels que des sujets ERP, mais également d'autres logiciels d'intégration ou de suivi comptable et de financière. Et puis, on va aussi accompagner nos clients sur tout ce qui va être les secteurs du retail, du management, vraiment sur l'optimisation des process et bien évidemment sur le sujet du RGPD. C'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Et globalement, notre cabinet de conseil, il est assez jeune et on a aujourd'hui sur le sujet des cookies et des traceurs qui va nous concerner particulièrement, accompagné plus de 35 clients à peu près sur ce sujet-là. Et on a la chance d'avoir une équipe assez forte qui est construite autour de ce sujet et qui pourra vous accompagner, comme l'équipe d'Idomi, sur les sujets des cookies et des traceurs. Hop, je me démute. Merci Megan pour cette présentation de Kaora. Donc Didomi, pour ceux qui connaissent pas, on est une startup française créée en 2017 et on est des spécialistes du consentement et des préférences, de la gestion des consentements et des préférences. Et donc voilà, ce qu'on fait, c'est placer le consentement au cœur de votre stratégie en entreprise. Et pour faire ça, on utilise deux produits, la Constant Management Platform, qui est le sujet chaud du moment dans l'actualité, et le Preference Center. Et pour ces deux produits, nous avons pas mal d'intégrations et des API ouvertes et documentées, accessibles librement en ligne. Donc, brièvement, la CMP ou Consent Management Platform, c'est la bannière de cookies, comme on peut l'appeler un peu simplement. Ça va être l'outil qui va permettre aux propriétaires d'un site internet de recueillir le consentement de ses utilisateurs pour pouvoir déclencher des outils tiers sur son site qui vont utiliser la donnée personnelle de ses utilisateurs. Typiquement, si vous utilisez des Google Analytics, des outils de retargeting, des outils parfois de marketing automation, etc., vous allez avoir besoin d'une CMP pour recueillir le consentement de vos utilisateurs. Et le Preference Center, c'est un produit qui pousse la vision qu'on a de la CMP à une manière un petit peu plus globale dans les entreprises, de manière à ce que les utilisateurs puissent reprendre la main sur leurs préférences et pouvoir gérer l'ensemble des préférences vis-à-vis d'une marque. Donc voilà, donc Didomi conçoit des solutions permettant aux utilisateurs de décider quelle permission donner quant à l'usage de leurs données personnelles.
avec les outils qu'on propose, en fait, les entreprises peuvent se développer en toute confiance et sans compromettre le respect de la vie privée de leurs utilisateurs, et aussi en toute légalité. Ça va être un point important, surtout en ce moment. Donc Didomi, ça représente 160 000 sites web et applications mobiles équipés d'un SDK, d'un de nos SDK. Ça représente 2 milliards de devices sur lesquels Didomi collecte des consentements et 65 milliards de pages vues par mois avec un consentement Didomi transmis, et ça c'est un nombre qui augmente très très fortement tous les mois suite à notre croissance, puisque voilà, on a plus de 300 clients dans le monde avec des références, voilà, vous pouvez voir à l'écran comme des Decathlon, Rakuten, 20 minutes, Elle, L'équipe, Michelin, etc. Donc tous ces clients pour nous représentent 1,4% du trafic web mondial. Donc ça veut dire que 1,4% du trafic web mondial passe par la CMP Didomi. Donc je vous disais tout à l'heure, la CMP, le consentement au cookie tracer, c'est le sujet chaud du moment. C'est aussi pour ça qu'on fait ce webinaire, hein. On a pu voir que la CNIL, qui est l'autorité qui est chargée en France donc de veiller à ce que le droit des personnes, notamment au niveau des données personnelles, soit bien respecté, a infligé plusieurs amendes, notamment sur le mois de décembre, certainement pour faire des exemples, puisqu'ils ont tapé très fort avec des amendes à hauteur de 100 millions d'euros infligées à Google, 35 millions d'euros infligés à Amazon, 3 millions d'euros infligés à Carrefour. Donc, c'était des amendes liées au RGPD, et aussi cela incluait des amendes suite à des mauvaises pratiques au niveau des cookies tracers et de données personnelles des utilisateurs de ces sites. Donc, comment la CNIL a-t-elle justifié ces amendes? Dépôt automatique de cookies sur le terminal utilisateur en l'absence de recueil préalable du consentement. On va voir que c'est un point important dans votre stratégie à adopter, et une insuffisance de l'information délivrée aux utilisateurs. Donc ça, ce qui est contraire au RGPD. Donc, quelles leçons est-ce qu'il faut tirer de ces amendes? Déjà, personne n'est à l'abri. On a pu voir que voilà, des entreprises comme Google ou Amazon, pour citer les gros, se sont prises des amendes quand même assez élevées. Donc la CNIL n'aura pas peur d'aller titiller les grands aussi. Ce n'est pas que les petites PME qui sont à risque. On peut voir aussi que le sujet est quand même très suivi du côté de la CNIL, et donc il est urgent de se mettre en conformité avec les règles relatives aux cookies. Et que la CNIL peut tout à fait sanctionner les entreprises situées hors de France dès lors que celles-ci opèrent en France et ne respectent pas le droit des Français. Donc le message un peu clair, c'est que personne n'est à l'abri. Il y a maintenant une régulation qui a été mise en place et qu'il va falloir respecter tout simplement. Donc là, on a pris l'exemple d'une petite start-up plus petite qu'un Google ou Amazon, mais voilà, eux aussi, Nestor Paris a reçu une amende récemment de 20 000 euros pour manquement à plusieurs obligations du RGPD dans le cadre de la prospection commerciale par email. Donc là, on n'est plus trop sur les cookies, mais on touche toujours à la RGPD, donc la CNIL a un œil sur tout, sur tout ce qui touche au RGPD. Et donc voilà, on a pu ce qu'on peut souligner, c'est un manquement à l'obligation de recueillir le consentement des personnes. On voit que le consentement revient encore une fois, et que c'est un point, comme dans la vraie vie, c'est un point obligatoire. Avant de pouvoir traiter les données personnelles des gens, il faut obtenir le consentement en amont. Il y a aussi un manquement à l'obligation d'informer les personnes. Il y a plusieurs critères qui définissent le consentement, et l'un d'entre eux, c'est d'avoir une information éclairée. Un manquement à l'obligation de respecter le droit d'accès des personnes, et un manquement à l'obligation d'assurer la sécurité des données personnelles, ce qui est important, parce qu'en cas d'attaque, on peut se retrouver donc avec des données personnelles éparpillées un petit peu partout dans la nature, et ce qu'on ne veut pas forcément en tant qu'entreprise.
Donc chez Didomi, chaque vendredi à 10h30, on organise ces webinars pour répondre à vos questions et vous apporter un petit peu d'informations de nos expertises. Donc on est accompagné de nos partenaires. Aujourd'hui, on a la joie d'accueillir Kaora Partners et voilà, on a pu accueillir des partenaires comme Accenture, Converteo, 55, Pool, TNP, Columbus et Quancy. Donc voici le programme. Donc on en a déjà fait plusieurs. Vous pouvez voir les replays sur notre chaîne YouTube si vous en avez loupé et que vous voyez des intervenants qui vous intéressent. Et donc on a encore 2 à venir d'ici la deadline de la CNIL qui est le 31 mars. Donc on a vendredi prochain et la semaine suivante où on sera encore présent pour répondre à vos questions si besoin. Effectivement, là, il vous reste pas beaucoup de temps pour vous mettre en conformité au regard de ces lignes directrices et de ces recommandations. Et justement, ça pourrait être pas mal de refaire un petit tour rapide, en tout cas, sur l'historique de ces recommandations. Donc, il faut savoir en fait que la CNIL, globalement, en 2013, elle avait déjà publié une première recommandation après la transposition de la directive e-privacy en droit français en 2011. Et elle était venue annuler avec ses lignes directrices en 2019 parce qu'il y avait des évolutions impliquées par le RGPD qu'il fallait prendre en compte. Ensuite, on a eu une grande publication, une consultation publique qui a été lancée en fait à la base en septembre 2019, puis novembre 2019, et puis ensuite qui s'est portée sur janvier 2020. Et il y a eu énormément de retours de la part des professionnels qui posaient des questions sur la représentation des professionnels dans le secteur, etc. Et ce qui était intéressant en fait avec cette consultation, c'est qu'on a pu noter qu'on avait beaucoup de questions sur des éléments techniques. Et c'est pour ça qu'en fait cette consultation a été hyper importante pour la CNIL afin de justement monter un projet de ligne directrice et de recommandations qui tiennent et qui répondent aux besoins des professionnels. Forcément, par la suite, lorsque le Conseil d'État a annulé partiellement les lignes directrices en juin 2020, notamment au sujet des cookie walls, la CNIL s'est dit que c'était le moment d'aligner en fait ces lignes directrices avec les enseignements qu'elle avait pu tirer de l'arrêt du Conseil d'État. Et donc, elle a sorti en début octobre 2020 des lignes directrices modifiées et puis la recommandation qui a suivi pour pouvoir appuyer en fait ces lignes directrices. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, il y a une vraie complémentarité entre les lignes directrices et les recommandations qui sont émises par la CNIL, parce qu'il faut comprendre que ces 2 outils-là, ce sont des outils en fait de droit souple. Et souple, ça veut dire qu'en fait, ils n'introduisent pas de nouvelles obligations. Globalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils précisent des obligations qui sont déjà existantes. Donc, l'intérêt de ces outils, c'est surtout de se dire qu'ils vont être là pour vous accompagner. Et d'ailleurs, les recommandations de la CNIL sont là pour vous aider en fait à avoir des premières étapes, des premiers conseils dans ce respect en fait de ces lignes directrices. Donc, bien évidemment, elle a laissé une période d'adaptation aux structures et aux entreprises pour pouvoir justement se conformer à ces lignes directrices-là et aux recommandations. Et donc, dans 2 semaines, nous avons le début des contrôles qui peuvent être lancés par la CNIL, puisque, comme on a pu le voir avec d'autres structures, la CNIL s'est déjà prononcée sur le sujet des cookies et donc elle l'a aussi annoncé dans son programme de contrôle. C'est un sujet qui est vraiment important. C'est le site internet, la première vitrine qu'on va pouvoir voir. Et donc, ça va être aussi plus facile pour la CNIL d'aller contrôler des structures sur internet qu'en présentiel. Donc voilà pour l'historique un petit peu de ces recommandations. Et ce qui est intéressant justement avec ces recommandations et ces lignes directrices, c'est que par rapport à la recommandation de 2013, il y a eu quand même des choses qui ont été amenées en plus par la CNIL. Ces nouvelles lignes directrices, elles ont bien évidemment abordé plusieurs points. On a notamment le fait que on ne peut plus, sur cette notion en fait de poursuite de navigation sur un site, qui ne peut plus être considéré comme étant l'expression valide d'un consentement. Ça a été vraiment le premier gros ajout. Globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'époque où on avait encore du scrolling et où on continuait de naviguer sur une page, alors on pouvait considérer que c'était valable pour qualifier le consentement de l'utilisateur. Et puis après, on a la recommandation qui allait un peu plus loin que ce que proposait la CNIL en 2013, avec des modalités pratiques de recueil du consentement et de refus, qui donc forcément prennent en compte globalement des éléments, je dirais des éléments nouveaux d'appréciation et de qualification,
et donc qui propose bien évidemment d'instaurer un principe de preuve et de process qui va permettre en fait justement de stocker, de conserver cette preuve pour pouvoir garantir que le consentement a effectivement été communiqué. Donc, qu'est-ce que le consentement? Pour être très clair, c'est une manifestation de la volonté qui doit être libre, donc c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir de possibilité de contrainte entre guillemets à être donnée. Donc typiquement le fait de s'infliger par exemple une pop-up qui revient énormément ou ce genre de choses, soit quelque chose qui en tout cas porterait préjudice à l'utilisateur et qui le contraindrait à accepter pour pouvoir avoir une navigation fluide. Le consentement, il doit être également spécifique. Ça veut dire qu'il doit être recueilli de manière assez distincte des conditions générales d'utilisation du site, mais également, il doit être porté uniquement sur le sujet des cookies et des traceurs. Et c'est en ça que la CNIL va vraiment apporter son plus, c'est qu'elle va vraiment vous dire qu'il y a tout un sujet en fait sur la construction de la spécificité qui va être hyper intéressant. Et c'est là aussi où des outils de CMP vont être également importants pour vous permettre d'être sûr que le consentement va être parfaitement spécifique. Le consentement, il doit être également éclairé. Et cette notion, elle est extrêmement importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui va naviguer sur un site Internet doit être pleinement informée des finalités et globalement des traitements. Donc ça, forcément, ça s'applique aussi bien à vos traitements, à vos registres de traitement que vous pouvez avoir, mais ça s'applique forcément aux cookies et aux finalités de ces cookies et de ces traceurs. Donc, ce qui va être assez intéressant, c'est qu'en plus, on a des niveaux d'information qui sont précisés dans ces recommandations et qu'il faudra strictement respecter. Et puis, le consentement doit être également univoque, c'est-à-dire que la personne doit le faire par un acte positif clair. Donc là encore, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le scrolling n'est plus accepté. On doit avoir un acte positif qui va permettre de ne laisser aucun doute sur le fait que la personne a effectivement accepté le dépôt ou l'utilisation des cookies ou des traceurs sur son terminal. Voilà pour cette partie. Très bien. Je profite de la transition pour vous dire que vous pouvez nous poser toutes vos questions dans le chat où il y a un onglet questions. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions tout au long de la présentation. On y répondra au fur et à mesure ou alors en fin de session si ça peut attendre. Donc les sujets sur lesquels la CNIL apporte une réponse claire. Donc, il y en a plusieurs, notamment les recommandations concernent tout type de traçage, alors pas uniquement le dépôt de cookies. Le cookie, c'est un moyen utilisé actuellement sur le web pour pouvoir utiliser, stocker de la donnée personnelle et pouvoir l'utiliser donc par des acteurs tiers. Mais les recommandations ont une vision un petit peu plus large et pas uniquement juste fixée sur les cookies. On parle des web beacons, pixels de tracking, le stockage HTML5, le fingerprinting, local storage, IDFA. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que toutes ces déclinaisons sont des moyens donc de recueillir des données personnelles. C'est que la grande ligne directrice à retenir, c'est que si vous allez traiter des données personnelles via un acteur tiers, il faut obtenir le consentement de vos utilisateurs et que pour obtenir ce consentement, il y a une certaine réglementation autour de ça à respecter. Donc tout d'abord, il faut laisser un vrai choix de consentement à l'utilisateur. Donc le responsable de traitement doit offrir aux utilisateurs tant la possibilité d'accepter que de refuser les opérations de lecture et ou d'écriture avec le même degré de simplicité. Bon, ça c'est assez clair, c'est un peu aussi ce qui peut effrayer les propriétaires de sites internet, mais bon, je pense qu'en tant qu'utilisateur du web, on a tous eu ces expériences d'utilisation pas super user-friendly, où on va devoir, pour accepter le dépôt de cookies, c'est très simple, il suffit d'appuyer sur le bouton j'accepte. Par contre, si on souhaite refuser, il faut qu'on aille dans 1, 2, 3 panneaux d'informations différentes et cliquer un par un sur chaque finalité pour exprimer son refus. Bon, on voit bien que l'expérience n'est pas la même pour accepter ou pour refuser. Ça, évidemment, à partir du 31 mars, il faudra y remédier. On a une question, je me permets de rebondir dans la question dans le chat puisqu'elle est liée à ce que je suis en train de dire. On a vu apparaître depuis quelques semaines la mention « Continuer sans accepter » dans les CMP. Je pense notamment à votre client Decathlon. Quel est le raisonnement juridique derrière ce choix? Merci. Megan, tu veux répondre? Je t'ai vu très proche, non? Non, c'était un premier. Vas-y, je compléterai si besoin. Ouais.
Donc en fait, il y a eu comment dire, des premiers travaux qui avaient été réalisés par la CNIL début 2020. Et donc avec notamment le coronavirus, les recommandations sont apparues en octobre. Et donc au tout début 2020, donc quand la CNIL préparait ses recommandations, c'est vrai que il n'y avait pas trop de marge de manœuvre. C'était s'il y a un bouton tout accepté, il y a un bouton tout refusé. Après discussion et réflexion, je pense, la CNIL, et lors de ses recommandations en octobre, a proposé plusieurs solutions aux propriétaires de site internet, et notamment une alternative au bouton tout refuser, qui est le bouton continue sans accepter. Donc si vous allez sur la délibération de la CNIL, il me semble que c'était septembre 2020, je vais peut-être vous la mettre dans le chat, comme ça vous pourrez la regarder. Ouais, donc c'est ça, c'était la délibération 2020-092 du 17 septembre 2020. La CNIL, en fait, sur la page sur la page 10, page 9 et 10, propose en fait des mock-ups, des exemples, donc des maquettes, pour que l'utilisateur puisse exprimer son refus de donner son consentement, et donc à proposer le bouton tout refuser ou un bouton en haut à droite, effectivement, continuer sans accepter, qui est une alternative au bouton tout refuser. Mais qui est une alternative, mais qui reste quand même, comment dire, dans les usages qu'on a sur le web, c'est-à-dire qu'en général, quand il y a une pop-in, en haut à droite, il y a une petite croix pour fermer la pop-in. Là, on va ajouter un petit peu d'informations. Au lieu d'avoir juste la petite croix, il y aura marqué continuer sans accepter, de manière à ce que l'utilisateur ne soit pas, perdu ou n'ait pas un doute sur le fait que, en cliquant sur la croix, il est bien refusé le dépôt de cookies. Donc, je vous ai mis le lien dans le chat si vous voulez jeter un œil à cette délibération. Donc, quelques exemples, de vrais choix de consentement. Donc là, on a pris quelques bons élèves. Donc, on a le Parisien. Donc, vous voyez, ce sont les premiers niveaux d'information de la bannière. Donc, un niveau d'information assez simple qui explique qu'il va y avoir du dépôt de cookies. Pour aller dans le détail et pour savoir dans quelle finalité, il faut cliquer sur le bouton en savoir plus ou personnaliser ou gérer mes choix, de manière à aller un petit peu plus loin dans l'information et savoir pourquoi est-ce que il y a de la collecte de données. On peut voir que chacun d'entre eux ont utilisé des boutons tout accepter ou tout refuser. Donc on a pris l'exemple du Parisien, Le Bon Coin, Symbiosis. Il est possible que si vous allez sur certains de ces sites, la bannière ait changé, parce qu'il y a beaucoup de tests qui sont faits en ce moment de la part des propriétaires de sites internet, pour voir en fait les réactions aussi des utilisateurs en face de ces bannières, et qu'est-ce qui est le plus... Donc on a Nina qui nous dit qu'elle n'est pas tout à fait d'accord, car cette mention continuée prive l'internaute de la possibilité d'être informé de l'existence de cookies dits nécessaires qui vont être déposés quoi qu'il en dise, puisqu'il n'ira pas cliquer sur le détail. Sur ce point-là, en fait, globalement, quelle est la différence entre cliquer sur le bouton continuer sans accepter et de cliquer sur le bouton, par exemple, qui serait un tout refusé en bas sur le même premier niveau d'information? Il n'y aurait pas forcément de détails supplémentaires qui seraient apportés. Donc là-dessus, je vous avoue que j'ai un peu du mal à comprendre du coup la distinction que vous en faites, puisque en tout état de cause, le premier niveau d'information restera le même, et que la personne décide d'accepter ou de refuser, elle déroulera pas en premier niveau l'information détaillée. Donc sur ce point, j'avoue que si vous pouvez nous préciser un peu plus dans le chat, on essaiera d'y réfléchir ensemble tout à l'heure. Ouais. Je pense que j'ai quelques éléments de réponse aussi par rapport au développement qu'on est en train de faire à la disposition de nos clients. En gros, les deux, que ce soit le clic sur accepter, continuer sans accepter ou est égal à tout refuser. Donc l'action, on arrive sur la bannière, nettement oui, cet lien il peut se trouver au-dessus ou en bas de la bannière. Je clique, je vais continuer sans accepter, donc par définition c'est égal à un refus. Et en tout cas c'est comme ça qu'on les gère chez Didomi. Ok, il y a Frédéric qui nous a posé des questions. Je vais juste continuer parce que ces questions sont un petit peu
sont pas forcément liées au sujet, enfin pas au sujet, mais je veux dire au slide qu'on est en train de traiter, mais on y reviendra, Frédéric. N'hésitez pas, les autres également, les autres participants, à poser vos questions. Et de toute façon, voilà, on a prévu pas mal de temps à la fin pour répondre à chacune de vos questions. Donc les recommandations de la CNIL s'appliquent aussi pour tout type d'appareil, et pas uniquement le site web, hein, c'est-à-dire juste sur ordinateur. On parle également, voilà, des ordinateurs fixes et mobiles, des smartphones et des téléphones, des TV connectés, des objets connectés, etc. En fait, encore une fois, il faut bien comprendre la vision de la recommandation, c'est-à-dire traitement de données personnelles par des tiers. Il faut le consentement en amont. Et ça, les moyens en fait mis en place, que ce soit des cookies, que ce soit sur des sites web, des applications mobiles ou directement embarqués sur des objets connectés, il faut du consentement en amont, quoi qu'il arrive. Donc, petit moment placement de produit. J'en profite pour vous dire, que voilà, Didomi a lancé son SDK pour les TV connectés. Donc on l'a lancé lundi, ça y est, c'est live, et donc c'est compatible Android TV et Apple TV. Donc on est très fiers parce qu'on est la première entreprise européenne à proposer ce type de SDK pour les CMP. Voilà, fin du placement de produit. C'était court. Globalement, en fait, comme vous le savez, les recommandations apportent quand même beaucoup d'éléments, des éléments dont on a déjà un petit peu parlé, des éléments que vous avez déjà anticipés là dans vos premières questions. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que globalement, les recommandations de la CNIL sont, comme leur terme l'indique, des recommandations. C'est-à-dire que ce sont des pratiques qui vont être conseillées. Elle va essayer de vous éclairer sur la manière de proposer des choses, de paramétrer votre interface, enfin voilà, d'essayer de faire en sorte que vous respectiez les lignes directrices établies. Mais pour autant, vous êtes aussi libre d'interpréter ces dispositions comme vous l'entendez, de sorte à ce que vous puissiez vous mettre en conformité selon aussi votre manière de faire. C'est pour ça d'ailleurs que la recommandation, elle propose plusieurs choses. Donc par exemple, elle va proposer plusieurs modalités de recueil, de refus et de retrait du consentement. Donc typiquement, la question que soulève Nina est en lien en fait avec ces modalités, puisqu'effectivement, globalement, la CNIL, qu'est-ce qu'elle nous dit? Et elle nous dit que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut proposer des boutons d'acceptation de refus globaux au stade du premier niveau. Maintenant, elle vous dit, il est possible d'avoir plusieurs termes différents qui vont être utilisés. Il est possible également pour la personnalisation, par exemple, des choix ou de choisir finalité par finalité, d'avoir plusieurs terminologies, décider par finalité, personnaliser mes choix. Vous en avez plusieurs. Et globalement, c'est intéressant en fait d'avoir cette analyse-là et ce recul-là aussi parce que comme Nina posait la question tout à l'heure, est-ce que vous allez considérer que avoir votre bouton qui va être continué sans accepter pour vous va être suffisant pour caractériser un des critères en fait du consentement, ou est-ce que pour vous avez envie en fait de vous assurer que ce n'est pas suffisant et donc de pousser l'utilisateur à être sûr qu'il aille vraiment dans le détail. Attention toutefois à pas basculer dans l'excès, parce qu'il y a certains, chez Kaora, on a pu accompagner certains clients qui, eux, avaient tout le temps envie, en fait, d'apporter vraiment un niveau d'information extrêmement conséquent. Et on avait la pression de tomber un petit peu dans l'excès d'informations qui noyait l'utilisateur, en fait, dans trop d'informations, qui le poussait à accepter limite dès le premier niveau, finalité par finalité, et qui, globalement, en fait, avait l'effet inverse d'un consentement parfaitement éclairé et libre. Donc attention aussi à ces sujets-là. Bien évidemment, la poursuite de la navigation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'est plus, en tout cas ne sera plus considérée comme étant une expression valide du consentement. La CNIL, en tout cas, essaye vraiment d'inciter à ce qu'on ait un clic sur un bouton avec un terme précis. Et elle a également parlé de l'éventuelle petite croix qu'avait mentionné tout à l'heure Damien sur le dessus, mais cette croix doit spécifiquement être un refus des cookies et ça doit être clairement indiqué aussi dans l'information. Il faut bien que ça soit compris. Les recommandations permettent aussi de fournir de manière différente l'identité des responsables de traitement auxquels les consentements vont être fournis, donc globalement vos partenaires tiers, etc. Donc ça va être aussi intéressant de voir comment vous pouvez en fait moduler cette première information et cette seconde information. Et puis, bien évidemment, le sujet phare de ces recommandations, c'est le consentement et c'est stocker, prouver le consentement.
Alors, comment on fait pour le prouver? On vous en parlera encore un petit peu après, mais vous savez que la CNIL vous propose plusieurs manières de le faire. Vous allez avoir des méthodes de versionnage, d'horodatage. Vous pouvez avoir toute une possibilité de capturer en fait via des vidéos écrans, le process en fait de consentement qui va être recueilli. Et puis, vous avez également d'autres possibilités de prouver le consentement, comme l'utilisation d'outils qui sont aujourd'hui développés et spécialisés pour ça. On vous laissera Didomi en parler davantage tout à l'heure. Et puis, la CNIL recommande également, et ça va être important, une durée de conservation justement de ce consentement. Attention, consentement et refus. Il y a un vrai parallélisme à faire entre cette notion de consentement ou de refus, qui est de 6 mois. Mais elle l'a bien reprécisé dans les différentes interventions qu'elle a pu avoir encore ces 2-3 derniers mois. Ces 6 mois ne sont qu'un conseil de la part de la CNIL. Au cas par cas, on va se rendre compte que parfois ce consentement ou ce refus pourra être conservé davantage de temps ou moins de temps. Donc, à vous aussi de faire un travail d'analyse au regard des actions, des activités que vous allez mener et puis surtout des besoins que vous allez avoir. Donc, c'est vraiment très important, encore une fois, et j'insiste sur ce point, de se dire que les recommandations de la CNIL sont bien là pour vous aider et vous aiguiller, mais à vous aussi de faire ce travail. Et c'est là que toutes vos équipes qui vont gérer votre plateforme et toutes les équipes qui vont être là aussi pour toute l'équipe DPO ou de compliance va être importante en fait pour vous aider à apporter cette analyse. Et n'hésitez pas aussi à faire appel à des partenaires qui sont spécialisés dans ce sujet-là et qui pourront vous aiguiller sur les meilleures stratégies à mettre en place. Et puis la CNIL aussi, elle nous indique que évidemment, il y a une distinction à faire entre les cookies qui vont nécessiter le recueil du consentement et puis ceux qui seront exemptés de ce consentement. Et c'est assez intéressant parce qu'on a vraiment une distinction aujourd'hui qu'elle a pu faire et qui va forcément s'affiner avec le temps. Donc, à vous aussi d'être assez vigilant sur ce que la CNIL va vous apporter comme élément de réponse, aussi bien à travers les résultats des contrôles qu'elle pourra mettre en place que sur les différents sujets sur lesquels elle pourra se préciser, que ce soit à travers des FAQ ou autres, ou vous-même à travers les pratiques que vous pourriez avoir. Donc, à titre d'exemple, et pour ne pas tous vous les citer, seront exemptés du consentement tout ce qui va être en rapport, enfin tous les traceurs qui vont être en rapport avec la valeur du consentement, c'est-à-dire ceux qui vont vous aider à stocker la preuve en fait du consentement déposé, enfin recueilli, pardon. Ceux qui vont vous servir à l'authentification, ceux qui sont liés typiquement à la fluidité d'une navigation, que ce soit pour retenir un panier d'achat ou ce genre de choses. Et puis, quelques traceurs de mesures d'audience qui sont considérés comme étant strictement nécessaires. Donc, attention sur ce sujet-là, c'est quand même extrêmement important. Il faut vraiment vigiler les cookies ou les traceurs de mesures d'audience. Vous savez que la CNIL s'est prononcée notamment sur tout ce qui va être Google, etc. Donc, à vous d'être extrêmement vigilant sur ce point-là. Et je pense que la CNIL, dans ses contrôles, va être extrêmement attentive à ce que vous allez considérer comme étant des traceurs de mesures d'audience nécessaires qui ne recueillent pas le consentement. Et puis, bien évidemment, ne seront pas exemptés tout ce qui va être en lien avec la publicité, la personnalisation du contenu éditorial, les réseaux sociaux, ça paraît évident, et puis tout le reste sur les mesures d'audience qui ne seront pas donc effectivement nécessaires à au suivi et à la navigation. Et puis, bien évidemment, la CNIL, comme je vous l'expliquais, dans ses recommandations, elle a donc des alternatives. Donc, on parlait tout à l'heure du bouton « Continuer sans accepter ». Elle va également essayer donc d'émettre un standard. On va revenir tout à l'heure sur le sujet du TCF, mais il faut savoir que la CNIL ne s'est pas encore prononcée justement sur le TCF, qui est un standard qui émane en fait du secteur de la publicité. Et puis, elle précise bien également que la mutualisation du consentement, aujourd'hui, n'est pas forcément un sujet clair, ou en tout cas dans sa recommandation, elle conseille fortement à ce que pour chacun de vos sites, vous recueillez le consentement, je dirais, individuellement et pas global. Donc oui, effectivement, de la valeur de l'information qui est communiquée, c'est des sujets qui peuvent être encore affinés, je pense, mais soyez vigilants sur ces points-là. Enfin, on parle bien évidemment de tout ce qui va être des sujets encore peu traités par la CNIL, et je vais laisser évidemment l'équipe Didomi reprendre la main. Merci Mégane. Et effectivement, on continue avec les sujets qui restent encore un peu flous. Donc il y en a un, bon, il a quelques-uns qui évoquaient Mégane avant, comme la collecte des consentements pour un ensemble de sites d'un groupe
qui aujourd'hui, bon, moi personnellement j'ai entendu la CNIL déjà en parler un peu sur le fait que tant que c'est éclairé et que c'est vraiment très transparent pour l'utilisateur, il sait exactement sur quel site il est en train d'accepter. Donc finalement ça reste quelque chose qui est acceptable. Mais effectivement, il y a des sujets qui sont un peu flous, comme aussi les cookie wall, qui n'est pas flou pour le Conseil d'État, mais qui est flou encore pour la CNIL, qui dit OK, j'ai pas le droit de sanctionner, mais on verra au cas par cas. Et là, sur la CNIL, en gros, ce qui est très clair, c'est que les sites qui sont en position de force ou qui sont nécessaires au quotidien des citoyens, comme un site public, ou des sites qui sont en position de monopole, ne peuvent pas appliquer un cookie wall parce que c'est des services nécessaires à la vie quotidienne des personnes. Mais en tout cas, tant que que votre modèle business est extrêmement clair et que vous disiez de manière transparente à l'utilisateur, soit vous pouvez accepter la publicité pour continuer à naviguer ou vous abonner, bon, tant que les choix sont assez clairs, le sujet des cookie wall aujourd'hui reste plutôt dans les côtés acceptables. D'ailleurs, on vient de finaliser notre partenariat avec Pool, qui est une solution, une start-up française en matière des paywall, qui a développé une intégration très sympa pour créer un cookie wall à l'intérieur des articles, surtout pour les publishers. Et donc, vous savez, des exemples de cookie wall, ceci, c'en est un. Aujourd'hui, il y a deux choix, je pense, pour le cookie wall, pour ceux qui veulent mettre un cookie wall en place. Il y a soit le développer soi-même, ce qui est pas demande quand même de la maintenance, etc. Ou le faire avec un partenaire. Et donc, aujourd'hui, on peut s'interfacer aussi facilement avec Pool ou avec quelqu'un d'autre. Donc, il y a un lien qu'on vous laissera sur le webinaire avec Pool aussi, et qui vous permet, en gros, dans ces sujets, de continuer ou d'essayer de rattraper cette chute de taux de consentement par la suite, tout en respectant la privacité des personnes. Et donc, je voulais partager avec vous, parce que jusqu'à là, on a parlé de, voilà, il a des amendes, il y a des scénarios catastrophiques, on anticipe la chute del taux de consentement face à ces boutons refusés. Et chez Didomi, on s'est posé la question, qu'est-ce que c'est la performance, qu'est-ce qui affecte en vrai la performance sur un bandeau des collectes des consentements cookies. Et on a fait une petite research qui inclut à peu près 40 millions de page views sur un ensemble de sites qui avaient déjà le bouton refusé. Et on a essayé de trouver des trends et pour vous donner quelques conseils oui, il y aura une chute, mais on peut la limiter. Et comment on la limite? Avec des bonnes pratiques. Et donc, je vais vous présenter quelques conseils d'optimisation. Pour cela, je vais juste rentrer un peu dans avant de rentrer, je vais vous expliquer un peu les concepts. La première concept auquel je vais parler, c'est le titre explicatif, donc ce qu'on lit quand on arrive sur un site. Et le deuxième, c'est le format de l'intégration, comment la bannière est intégrée, si c'est une bannière, si c'est une pop-in, comment la notice de consentement est intégrée dans le site web. Et ensuite, le look and feel des boutons. Et donc, la première chose qu'on observe, et ça c'est vraiment s'il y a un point à retenir, c'est celle-ci, c'est que quand on arrive sur un site web et il y retrouve une bannière de consentement, on est obligé d'afficher ce texte-là, qui, comme on le voit à droite, qui est un texte on est obligé, il y a beaucoup d'informations à donner, et qui n'est pas facile à digérer. Donc,
plus naturellement, quelqu'un qui n'est pas un texte, qui explique de quoi s'agit-il, va avoir plus tendance à juste vouloir fermer. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'internaute, je n'ai pas envie de lire tout ça pour accéder à l'information. Parce que, en gros, oui, on me demande mon consentement, le site est obligé de me demander mon consentement, mais moi, en tant qu'internaute, je ne veux pas cet écran. Ce que je veux, c'est accéder au contenu. Donc, il faut l'expliquer ce que c'est. Et je donne un exemple là. J'ai fait exprès de mettre Your privacy is our priority, parce que quand ça challenge un peu le type de site, comment c'est éclairé ou pas. Il y a différentes pratiques. On peut aussi tout simplement dire gérer vos choix en fonction des cookies. On donne les cookies, nous respectons votre privacy. Vous pouvez tester différents titres. Mais en tout cas, nous, on voit une forte différence entre une bannière qui a un titre explicatif, hein, et qui dit de quoi s'agit-il, et parce qu'en gros, c'est la seule partie que l'internaute, ou la plupart des internautes vont lire dans cette bannière. Le reste sera soit refuse ou accepté. Et on voit vraiment des augmentations de 56% de taux de consentement très importantes quand il en a un titre, et face à quand il n'en a pas. Après, en gros, je suis en train d'accepter ou pas ce qui dit le titre. Le deuxième point qui a aussi un impact, c'est une pop-in versus une bannière. Nous, dans les pop-in, on voit des taux de consentement qui sont nettement beaucoup plus élevés que dans les intégrations bannières. Comment on explique ça? On peut expliquer ça par l'effet que, encore une fois, je suis internaute, je veux accéder au contenu. Si on me pose une question, est-ce que tu te donnes ton consentement? Je vais répondre à la question, oui ou pas. S'il accède à la moitié des contenus auxquels je veux accéder, et qu'ensuite il y a une espèce de bannière en bas qui me bloque la moitié de l'information, et qui finalement est en train d'être intrusif, mais c'est de passer la pollution, parce qu'il y a des éléments différents qui sont sur l'écran, qui répondent à différents besoins. L'internaute va avoir plus tendance à cliquer sur, ou à vouloir fermer cette bannière, plutôt qu'à répondre à la question qu'on est en train de les poser. Et donc, il va y avoir un taux des refus qui est plus importante sur une bannière que sur un pop-in. Quelle est la peur? La peur, c'est de dire, est-ce que mon taux de revend, il augmente? Nous n'observons pas des taux de revend qui augmentent face à l'une ou à l'autre, finalement. Et donc, en gros, le conseil, c'est vous pouvez mettre en place plutôt une pop-in qu'une bannière, si en plus elle a son titre explicatif. Donc, il y a deux points qui vont vraiment garantir une chute moins forte dans cette taux de consentement, ou plutôt un taux de consentement plus élevé. Le troisième point, qui est aussi important, c'est le look and feel des boutons. Il y a une ambiguïté dans ce qu'on appelle un dark pattern, et qui peut s'apprécier de différentes manières. En tout cas, le premier point, c'est que nous, on voit des taux de consentement qui se multiplient par 2, ou jusqu'à 2 fois, quand on a des différentes couleurs pour des différentes actions. Et le conseil, ce n'est pas mettez une grosse flèche et un bouton qui clignote en disant accepter, accepter, accepter. C'est tout simplement faire une différence pour 2 actions. Et ce qui, à mon avis, et ça se discute, c'est aussi partie d'un choix éclairé. Quand j'ai 2 boutons qui disent 2 actions différentes, et que les 2 sont en même couleur, c'est moins facile d'identifier quelle est l'action négative et quelle est l'action positive. Donc, mon choix n'est pas complètement facile, on va dire. Et alors que si 2 actions ont 2 couleurs, c'est beaucoup plus transparent pour l'utilisateur. Et en tout cas, nous, que ça soit en vert, en rouge, en violet ou en rose, juste le fait de donner une couleur différente à chaque action fait augmenter aussi un taux de consentement.
Et dans les sujets qui restent sans réponse. Donc, sur les sujets qui restent encore sans réponse, merci Antonio. Le but, là, c'est vraiment de vous parler de 2-3 sujets voilà, qu'on a encore en réflexion, en débat, où on n'a pas de réponse claire, voire pas du tout de réponse pour l'instant. Donc, le but, c'est pas d'affirmer du tout quelque chose auprès de vous, hein, c'est vraiment de pousser des sujets de réflexion pour que, si jamais vous avez des axes ou des questions sur ces sujets-là, ça puisse être intéressant qu'on échange ensemble juste après. Donc globalement, le premier sujet en fait qui est en fait un cas d'usage que nous sommes en train de voir en ce moment chez Kaora Partners, c'est l'expression même de la mise en forme du retrait du consentement. Pour être exact, comme vous le savez, dans la délibération donc, qui vaut adoption donc, des recommandations, la CNIL, elle nous dit dans son article 3, qui est relatif au retrait et à la gestion du consentement, que l'utilisateur, enfin en tout cas que la possibilité de retirer le consentement peut être offerte via un lien qui va être accessible à tout moment. Donc typiquement, ça va être en dehors, bien évidemment, du CMP, donc de la plateforme justement de gestion du consentement que vous allez pouvoir utiliser, qui va vous proposer tout de suite ces services-là. Ça va être aussi à vous de voir comment mettre en œuvre ce lien en fait accessible à tout moment. Elle nous dit très simplement qu'on peut avoir une dénomination descriptive, donc c'est-à-dire du texte, et elle nous donne quelques exemples. Ça peut être un titre tel que module de gestion des cookies ou gérer mes cookies ou même le mot simplement cookies. Vous voyez bien par exemple quand vous allez sur le site de la CNIL qu'en haut à droite, vous avez toujours dans le header les termes gestion des cookies. Donc ça, c'est assez simple, c'est assez instinctif, c'est assez intuitif. Et pour reprendre ces termes, globalement, ça répond à la condition de lien accessible, ou en tout cas de quelque chose de parlant, qui permet tout de suite de comprendre quel est le but. Mais elle nous dit également qu'un éditeur d'un site web peut fournir aux utilisateurs un module donc, de paramétrage, donc typiquement un outil tel qu'une CMP, qui va vous permettre donc justement de fournir cette possibilité de retrait à tout moment ou de réacceptation à tout moment du dépôt et de l'utilisation des cookies. Et puis, elle explique que vous pouvez donc utiliser aussi une représentation visuelle, c'est-à-dire une icône, et elle précise une icône cookie. Mais qu'est-ce que c'est qu'une icône cookie? Globalement, ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est que nous avons des clients en ce moment chez Kaora qui, eux, décident de représenter visuellement ce lien accessible, cette possibilité de retirer ça tout le temps via en fait des représentations graphiques qui, je dirais, ne sont pas forcément explicites pour reprendre les termes de la CNIL. Du coup, qu'est-ce qui caractérise le terme explicite? Aujourd'hui, c'est vraiment pas clair. On n'a pas de sujet en dehors de cette mention d'icône cookie, on n'a pas de réponse de la part de la CNIL davantage qui s'explique en tout cas sur ce que pourrait être une bonne représentation visuelle ou une mauvaise représentation. Donc c'est à vous aussi de vous faire accompagner si vous le souhaitez par des partenaires qui vous proposeront des outils et qui pourront vous aider justement à mettre en œuvre un visuel qui, correspondra à vos attentes commerciales, à vos attentes commerciales, mais également qui pourra répondre à ce fameux critère d'explicite ou d'intuitif que présente la CNIL dans ses recommandations. L'autre sujet qui est assez intéressant aussi, c'est l'harmonisation européenne autour du TCF. Donc, pour rappel, le TCF, qu'est-ce que c'est? C'est Transparency and Consent Framework, qui est donc globalement, en fait, assez intéressant. C'est un produit un peu étrange qui vient de l'écosystème publicitaire et donc qui propose des mécanismes de signalement, d'identification de l'ensemble des responsables de traitement. Pour ce qui est du TCF en sa version 2, la CNIL, globalement, aujourd'hui, elle ne s'est toujours pas prononcée en fait sur le sujet. Parce que comme vous le savez, en tout cas sur le sujet de l'harmonisation, puisque comme vous le savez, l'autorité belge a publié, enfin en tout cas a entamé une action en fait contre ce TCF-là, donc par rapport en tout cas à sa validité sur le statut de l'IAB. Et ce qui est assez difficile en fait, c'est de voir comment on va pouvoir harmoniser ça sur le territoire européen. Donc ça va être hyper intéressant aussi pour vous de suivre ce sujet-là sur le TCF et l'avancée du TCF, parce qu'une fois que la CNIL se sera prononcé, ça sera aussi des éléments supplémentaires pour vous, et notamment sur le sujet des finalités qu'elle propose. Et puis le dernier point, c'est sur la responsabilité conjointe, où là encore,
on n'a pas de réponse très claire en fait de la part de la CNIL, parce que globalement, en fait, une des questions qui pouvait se poser ces derniers temps, c'était de savoir si, dans l'hypothèse d'un détournement de finalité, si moi, par exemple, je suis responsable de traitement et que j'assiste à un détournement de finalité fait par un tiers qui dépose un cookie sur mon site, est-ce que à ce moment-là, je suis considérée comme étant un responsable conjoint? La CNIL a eu l'occasion d'avoir cette question sur les dernières interventions qu'elle a eues et n'a pas su vraiment répondre à ce sujet-là parce que forcément, c'est un sujet qui ne s'est pas encore présenté. Globalement, ce qu'elle peut conseiller sur ce point-là, c'est d'avoir une distribution des responsabilités sur les obligations légales qui sont liées au dépôt des traceurs et puis de s'assurer du consentement forcément informé dès le premier contact. Maintenant, voilà, c'est pas encore clair, c'est même plus que flou. Donc à vous de voir. C'est des sujets qui n'ont pas encore de réponse et ça va être intéressant qu'on en discute et qu'on en parle tous ensemble. Je vais remettre le micro. Donc, ce que dit Domi et Kaora, ce que nous pouvons faire pour vous. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Donc, avec Didomi, vous avez la possibilité via notre CMP de configurer le bouton refuser et le bouton continuer sans accepter. Via notre outil, vous pouvez également paramétrer la fréquence de collecte de consentement, notamment la recollecte différée en cas de refus. Alors évidemment, il ne s'agit pas de représenter la bannière tous les jours si vous avez reçu un refus, hein, évidemment. Alors, il ne faut pas endommager l'expérience utilisateur, ce que disait Megan tout à l'heure. Il faut que le consentement reste libre. On propose plusieurs intégrations, où on est en train de développer plusieurs intégrations, et donc ça, Antonio travaille très fort avec son équipe dessus. Donc, intégration avec Pool pour la partie paywall, des intégrations avec des partenaires d'A/B test, comme Chameleon et A/B-Testy, et une grosse intégration qui intervient en ce moment avec le Google Consent Mode, qui est la nouvelle feature que propose Google. Et globalement, ce que propose Kaora, en fait, je dirais un peu en complémentarité de ce que proposait Didomi, c'est de vous accompagner vraiment sur cette partie stratégique de la gestion de votre site internet, aussi bien sur la rédaction de l'information préalable, c'est-à-dire on est là aussi pour vous aider à savoir ce que vous devez mettre dans votre information, à distinguer par exemple les informations de premier niveau, deuxième niveau, et même si vous avez des partenaires qui vous aident justement à faire cette distinction-là, on est aussi là pour vous aider que ce soit dans la rédaction de vos politiques de gestion de cookies, de confidentialité, donc vraiment beaucoup plus large sur l'ensemble de traitements que vous pouvez avoir. Vous aider aussi à définir quel traceur pourrait être nécessaire à votre stratégie en fait que vous visez sur votre plateforme. Et au-delà des besoins commerciaux, donc c'est-à-dire je pense à tout ce qui va être collectivité territoriale, etc., comment aussi vous pouvez optimiser les informations que vous pouvez avoir et quel traceur vous pouvez avoir besoin de mettre en place. Et puis, bien évidemment, définir avec vous ensemble la stratégie de durée de conservation de ces cookies et de ces traceurs. Donc, globalement, ce qu'il faut vous dire, c'est que vous avez beaucoup de partenaires qui peuvent vous aider. Là, il vous reste à peu près 15 jours pour vous mettre dans les clous avant que la CNIL n'entame son process de contrôle sur les lignes directrices, sur la recommandation, et puis de toute façon, bien évidemment, sur tous les sujets de consentement et plus globalement du RGPD. Donc, n'hésitez surtout pas à nous solliciter si vous avez des questions. Didomi, Kaora, on est là pour vous, on est là pour vous aider et on va essayer de faire en sorte que ces 15 derniers jours soient très utiles et qu'on puisse être là dès que vous en avez besoin. Voilà pour nous. Je propose de lire un petit peu les questions du public, parce qu'il y en a quelques-unes et il ne reste pas longtemps. Donc, tu peux commencer par celle de qu'est-ce qui est un cookie wall, une explication très rapide. Joël, quand tu arrives sur le site, parfois, certains publishers, tu retrouves un article donc tu visites quelques articles et au bout d'un moment, il y a un article qui te bloque et qui dit, il doit une bannière sur l'article qui te permet de lire juste une partie et ensuite te dit, abonne-toi ou fais une action en échange de pouvoir accéder au contenu. Et un cookie wall, c'est ce principe-là. C'est le principe à un certain moment, un article peut te dire accepte la publicité pour pouvoir continuer à lire. Et dans ces cas-là, accepter les cookies publicitaires. Et
Il y a un gros sujet qui est Google Consent Mode. Est-ce que c'est Google Consent Mode, j'ai essayé de l'expliquer en une phrase. C'est la capacité de Google à être compliant par rapport à son tag manager. Donc, c'est-à-dire, K1, j'arrive sur un site où Google Analytics et Tag Manager sont installés. Je donne mon consentement, tout fonctionne normalement. Je donne pas mon consentement. Du coup, Google adapte les tags pour fonctionner qu'avec de la donnée pas personnelle. Donc, en gros, ça va continuer à enregistrer s'il y a une page vue, s'il y a une visite, mais il n'a pas de géolocalisation, il n'a rien de données personnelles. C'est juste un hit sur un tag. Et de la même manière, ça va lui permettre de continuer à tracer la conversion, mais pas avec de la donnée personnelle. Et donc c'est ça Google Consent. Avec de la modélisation de données aussi, c'est ça, Antonio? C'est des données agrégées, tout à fait. Et il a des données agrégées, et donc il n'y a aucune donnée personnelle en cas de refus, mais ça continue à donner quelques indicateurs. Et donc, c'est un peu dans les grandes lignes. Il y a beaucoup plus de détails. Ouais, je pense que c'est clair. Ensuite, il y a... Oui, il y a Frédéric qui nous avait posé une question au début, donc je vous ai pas oublié, Frédéric. Je reviens à votre question. Donc vous en avez posé deux. Donc on parle des trackers de comportement sur les pages de type Heatmap, qui n'identifient pas les visiteurs et qui ne laissent pas de cookies. Je suppose qu'ils respectent les données personnelles. Ont-ils besoin d'un consentement? Alors, je veux pas trop m'avancer, mais je pense que là, ça dépend. Tout dépend en fait où vous placez vos heatmaps. Si c'est sur des environnements logués, là, à ce moment-là, potentiellement, je pense que l'outil a moyen de récupérer des données personnelles, puisqu'on peut avoir, si c'est des captures vidéo, on peut avoir l'adresse email de l'utilisateur, son nom, prénom et parfois d'autres informations. Donc, je suis pas expert. Je sais pas si Antonio, toi, t'as rencontré ce type de cas. Sur les heatmaps, peut-être type Hotjar, peut-être. Je n'ai pas rencontré ce type de cas. Mais bon, je pense que s'ils ont besoin d'un cookie pour fonctionner, il faut demander le consentement. Donc je ne connais pas un qui fonctionne sans. Globalement, de ce que j'avais vu de la CNIL, justement, qui se prononçait aussi sur toutes ces questions de quand bien même on n'arrive pas à identifier le visiteur. En fait, moi personnellement, je suis pas forcément sûre, parce que parfois on se rend compte qu'il y a quand même de la collecte d'IP. Alors bon, c'est à voir, mais c'est quand même un point à vigiler. Et là où Antonio il a raison, c'est que la CNIL en fait s'était prononcée en disant qu'en tout état de cause, normalement, ça nécessitait quand même un consentement. Donc bon, à revérifier sur ce point, mais bon, c'était les derniers retours, mais en tout cas que j'avais vu sur la CNIL, enfin de la part de la CNIL, pardon. Alors ça, c'est une question qui revient souvent. Quels sont les premiers retours suite à la mise à jour de l'iOS d'Apple, perte majeure de ciblage publicitaire? Je vois qu'Antonio s'est muté. Ok, du coup, je vais essayer de répondre. Tu as pris la question, je te laisse répondre. Non, en fait, si je me trompe pas, Apple avec les nouvelles versions, les dernières versions d'iOS permet directement de bloquer le dépôt de cookies et aussi un peu durci leurs conditions d'utilisation sur leur marketplace, où justement les applications sur iOS doivent demander le consentement. Donc, quels sont les premiers retours perte majeure de ciblage publicitaire? J'imagine que oui. Si des personnes vont refuser le dépôt de consentement, en fait, il y a des pertes à plusieurs niveaux. Il y a des types d'entreprises qui vont avoir des pertes de revenus directes. En fait, ce sont les entreprises qui vont monétiser leurs espaces web ou applications mobiles. Typiquement les médias et publishers, par exemple, qui vont vivre de ça. Et donc,
pour vous donner la manière dont fonctionne ce type de business model, si je fais appel à une régie publicitaire qui fait de la publicité retargetée, si celle-ci n'a pas obtenu le consentement d'utilisateur sur le site web, la régie ne va pas pouvoir envoyer de la pub ciblée, et donc va envoyer de la pub lambda. Et la pub lambda est rétribuée à un montant moins élevé que si ça avait été une pub ciblée pour le média publisher. Donc la collecte de consentement devient clé dans la génération de revenus de ce type d'entreprise. Mais après, il y a aussi une perte, cette fois-ci plutôt dans les investissements dans les publicités. C'est-à-dire que pour les autres types d'entreprises, si je prends l'exemple d'un e-commerce par exemple, j'aime bien prendre cet exemple parce que je viens de là. Si on prend l'exemple d'un e-commerce, c'est qu'on a un utilisateur qui est sur le site e-commerce et vous savez, on a ajouté des produits au panier et que on va pas jusqu'au checkout, jusqu'à la fin de l'achat, qu'on s'en va. Souvent, des pratiques sur les sites e-commerce, c'est de faire du retargeting, donc de la publicité ciblée sur cet utilisateur avec justement le contenu de son panier. Et donc, si le propriétaire de ce site e-commerce n'a pas reçu le consentement en amont pour faire de la publicité ciblée, ça va être, le propriétaire va devoir dépenser beaucoup plus d'argent dans ses campagnes d'advertising pour pouvoir à nouveau être en contact avec cet utilisateur. Et donc là, il y a des pertes, non pas sur le revenu, mais sur les investissements. Le ROI risque d'être endommagé. Ouais. Il y a une question de Nina qui dit est-ce qu'Edidomi propose la possibilité d'avoir les liens retirés mon consentement et oui, tout à fait. On met à votre disposition une intégration pour ce type de liens que vous pouvez les mettre en place sur votre site web où l'utilisateur pourrait soit en forme de lien ou soit comme Megan l'évoquait à un moment, un petit cookie qui flotte, une icône, où on peut accéder à tout moment et changer ses paramétrages des cookies. Si vous allez sur le site didomi.io, vous allez tout en bas donc de la page, dans le footer, et vous allez voir, il y a un lien Consent Choice qui va vous permettre en fait de réafficher la bannière une fois que la bannière, vous avez enregistré vos choix dans la bannière. Si vous souhaitez modifier vos choix, c'est un moyen de réafficher la bannière. Alors, Nina qui posait une autre question. Ouais, Nina qui disait le délai pour représenter une CMP après un refus est-il bien de 6 mois? Je ne trouve pas de référence sur ce point. Alors, donc juste avant de laisser la main sur Didomi qui pourra parler un peu plus du paramétrage et je pense de la configuration de la fréquence de collecte. Donc encore une fois, je reprécise que la CNIL donne pour conseil, donc conseil attention, de pouvoir collecter tous les 6 mois le consentement ou le refus du dépôt ou de l'utilisation des cookies. Encore une fois, elle avait bien insisté sur le fait que ce n'était qu'un conseil et partant, en fonction des besoins que vous avez, vous pouvez tout à fait être en mesure de solliciter ce consentement peut-être un peu plus fréquemment ou un peu moins fréquemment en fonction aussi des besoins. Et en fonction de l'utilisation et de type de cookies que vous allez avoir. Donc, j'imagine de toute façon que sur le délai des 6 mois, le fait qu'une CMP puisse réapparaître tous les 6 mois ou pas va aussi dépendre de la stratégie que vous allez définir sur les durées en fait, que vous souhaitez mettre en place de conservation du consentement ou du refus. Donc après, je pense que c'est une question de configuration. Donc, je vais laisser la main à Antonio et Damien sur ce sujet-là. Et tout à fait. Donc jusqu'à là, notre CMP avait une donnée de récolte automatique qui n'était pas configurable, qui était placée à 12 mois, que ce soit sur n'importe quel marché, sur n'importe quel client. Et nous avons développé une nouvelle fonctionnalité pour déjà paramétrer son choix pour pouvoir paramétrer un outil de consentement qui va collecter ça à 6 mois pour la France et peut-être à 12 mois pour l'Espagne, avec une deuxième notice. Et nous avons aussi dissocié les refus par rapport à l'acceptation. Et non seulement par rapport à la CNIL française, mais aussi sur les autres pays où c'est un peu plus flexible sur la récollecte dans un cas ou dans un autre. Donc, en tout cas, ça va être tout à votre disposition pour faire votre choix
Mais nous, on vous conseille qu'au moins la collecte de consentement positif soit respectée sur les 6 mois, comme conseil. Bon, je pense qu'on a couvert toutes les questions. On est un peu en dehors du temps, mais merci à tout le monde. Merci Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci pour vos questions. N'hésitez pas à nous contacter aussi via LinkedIn si vous avez des questions à nous poser personnellement. Et on vous donne rendez-vous vendredi prochain, donc à la même heure, 10h30. On sera accompagné donc de Bertrand Descoincy. Et donc Lucie, Romain et Damien de nos équipes se chargeront donc de vous faire ce webinaire. Merci Mégane de ta participation. Merci de m'avoir invité. Et merci Antonio aussi. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Merci à tous et bonne fin de semaine.